Il y a des gens qui disent que non, il a été quoi? Qu'est-ce qu'il a organisé? Mais à l'époque, il n'y avait plus les Bakouma, il n'y avait plus les Matika. Le seul qui était ici, qui avait une réflexion dans les documents sont très forcés. Bakouma avait disparu, Matika était pratiquement inexistant, sauf là où il partait jouer son tiercé. Chaque fois, bon, mais voilà, ça c'est connu au moins. Non, mais on connaît comment les choses se sont passées. Mais en tout cas, moi, je tiens quand même à rétablir. Je tiens à rétablir. Moi, je sais pour Tony Moudilou, c'est moi qui l'ai présenté chez Maître. Quand je travaillais, quand j'étais en deuxième année de droit à l'université de Créteil. Et j'allais travailler en même temps à Auchan. C'est là où j'ai rencontré, vous avez été mon professeur, voilà, nous organisons une manifestation, nous voulons aller demander une conférence nationale. Donc je suis allé, vous êtes avec, il y a longtemps que je cherchais d'avoir les coordonnées de Maître. Moi j'ai dit non, je vais te mettre en contact avec Maître. Et c'est à ce moment-là que je l'ai mis en contact avec Maître. Et c'est là, quand nous avons fait la manifestation, le document qui était écrit par Maître, tapé par Modeste Mboukadia, où on a mis le nom de Maître Tony Moudilou, quand il a parlé, on lui a passé la parole. C'est là où il a pris, comment on appelle, un peu de succès, mais il n'a jamais organisé, puisque la manifestation, c'est Théodore et moi, c'est Théodore, avec les relations de Maître, nous sommes allés à la Cité. C'est Théodore qui est allé, nous étions ensemble, c'est Théodore qui a signé l'acte de la manifestation du 4 mai 1990 pour manifester devant l'ambassade. Où Maître avait pris la parole, donc Tony Moudilou, où il a organisé, puisque quand il est allé à la conférence nationale, il avait que la caméra pour filmer, on l'a vu dans quelle commission? Puisque celui qui a changé, qui a été le rapporteur général de la Commission de liberté publique, c'était Aloïse Moudilé Massengo. C'est lui qui a fait tomber l'acte fondamental. Donc il ne faut pas... Nous avons pensé, mettre à penser la conférence nationale. Donc il faut rétablir la vérité historique de ce qu'a fait Moudilé pour ce pays, qui n'a pas voulu les affrontements, qui a dit que voilà, c'est par la réflexion que nous allons faire sortir les Congolais de la difficulté. Et à ce moment-là, avant qu'ils partent le 19 février 91, il est appelé au Quai d'Orsay, et nous sommes à trois, il y a Maître Aloïse Moudilé-Sengo, Théodore Malonga et moi. Nous sommes allés au Quai d'Orsay. Il est maître pendant de 9h à presque midi. Il est questionné, nous avons lu votre document. Voilà, oui, ça nous rassure, la conférence nationale est la période transitoire, mais nous sommes très inquiets. Si vous avez dit que si le PCT doit être liquidé comme parti, parce que, mais sinon après, il n'y aura plus des hommes du Nord au pouvoir, parce qu'ils ont trop volé. Donc il y avait cette inquiétude des Français. Donc il a été reçu, donc c'est mais qui a été reçu. Il faut dire la vérité, parce que c'est une réflexion. Tony Moudilou, c'est moi qui l'ai présenté chez Maître. La voix radiophonique de la fille de son père, de la fille de son père, écoutez ça. Bonsoir et bonjour, chères téléspectatrices et chères auditrices également, et chers auditeurs. Nous voulons
vous entretenir sur plusieurs sujets ce soir. C'est, comme vous le savez, les entretiens à bâton rompu. J'aurai ce soir comme invité de ces entretiens, comme vous le voyez sur l'écran, vous avez donc Victor Matondo, il y a Fernand Dalla, et nous allons parler des détenus politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa, et nous allons également aussi parler de Ange Diawara, Jean-Baptiste Ikoko, Jean-Claude Bakekolo et Jean-Pierre Oluka, qui ont été des compatriotes qui ont accepté le sacrifice suprême de perdre leur vie pour les idées qu'ils défendaient. Voilà, nous allons en débattre parce que ça fait 50 ans justement, le M22. Ça s'est passé en février 1972. Et vous avez vu aussi, nous allons mettre sur l'écran la photo de Matum Pampolo qui avait été exécuté et son corps jeté dans l'océan Atlantique par Ngwabi, Sassou et puis Yombi. Voilà. Tout ça, ça fait partie de l'histoire de notre pays que nous vous évoquons à chaque fois pour la compréhension des jeunes générations. Il fallait bien qu'on programme l'émission sur le M22, sur la campagne qui est lancée pour la libération des prisonniers politiques au Congo. Vous voyez donc à l'écran Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa, et en dessous vous avez donc Fernand Dalla qui va s'entretenir avec moi au sujet justement de la généalogie d'un chaos, un ouvrage que Maître Moudileno Massengo avait publié. Mais nous n'allons pas discuter sur tout l'ouvrage, mais c'est surtout plutôt pour parler de l'introduction, parce que à l'introduction, Maître Moudileno Massengo parle justement de la nécessité du dialogue national. Tout juste après la conférence nationale, il y a eu le chaos, puisque nous sommes retombés sur les erreurs que vous connaissez, les crimes, en commençant par la guerre de 93, 94, ensuite 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, et ensuite, l'autre grande guerre, c'est 2016, lorsque Sassou a fait un hold-up électoral. Voilà donc le sommaire de cette émission qui sera consacrée, si vous voulez, au symbole. Parce que nos émissions à bâton rompu, on englobe beaucoup de sujets. Ce n'est pas préparé d'avance comme vous nous voyez. Nous suscitons les débats. De toute façon, l'essentiel, c'est de faire passer le message. Mais vraiment, le bon message, c'est pas le message décousu, le message cousu, comme on dit, de mensonge. Et comme on voit, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fake news, on ne peut pas construire un pays dans le mensonge, dans la tricherie. Il y a toujours des obstacles. J'espère que Fernand Dalla est déjà en ligne pour qu'on puisse débattre. En entendant Victor Matondo, bien. Donc je vais relancer Fernand Dalla. S'il n'est pas là, moi je vais introduire justement par la généalogie du chaos que je vous montre à l'écran. Voilà, généalogie du chaos, un ouvrage que Moudileno avait publié. La dernière fois, lorsque nous avons eu
cette émission avec Parfait Biani, j'avais présenté cet ouvrage à l'écran. Et j'étais en Suisse en ce moment-là. J'ai ramené cet ouvrage pour que je puisse d'ailleurs moi-même le relire. Parce que vous savez, quand vous avez un ouvrage, vous l'avez lu, parfois vous perdez un peu le fil des idées. Donc vous le relisez pour mémoriser. En tout cas, en entendant que Fernand Dalla soit donc à l'écoute, nous disons ceci. Nous présentons donc cette généalogie du chaos, d'un chaos, publié par Maître Moudileno Massengo. Ce constat qu'il fait est d'actualité. Parce que de nombreux citoyens, effectivement, sont en train d'exiger un dialogue. Et la majorité dit qu'on ne peut pas faire un dialogue avec Sassou Nguesso parce qu'il n'a jamais respecté ses engagements. Et d'ailleurs, nous sommes de cet avis. Parce que Sassou, à chaque scrutin, il lance un dialogue. Et ce dialogue, c'est tout juste pour tromper l'opinion, pour montrer qu'il a la bonne volonté d'aller dans un processus démocratique apaisé. Alors, comme le mot conférence nationale, il y a plus de 30 ans, le terme dialogue national représente aujourd'hui l'horizon vers lequel de nombreux Congolais portent leur espoir. Espoir de redressement après plusieurs guerres civiles, il faut le dire, des guerres successives qui ont, comme vous le savez bien, ont fait plusieurs milliers de victimes au Congo. Donc le terme dialogue n'est pas nouveau dans le langage politique congolais. D'ailleurs, on s'en doute, car depuis que ce pays a accédé à la souveraineté internationale, voici donc, comme vous le savez, 62 ans, donc le 15 août 1960, les tensions les plus extrêmes ne cessent de se déchaîner sur le sol congolais. Du dialogue national, il en fut question également à la veille de l'indépendance, après que les partisans de l'abbé Fulbert Yulu et ceux du président Opango se soient durement affrontés dans les rues de Brazzaville en 1959. Tout le monde le sait, c'est ce qu'on appelle souvent la guerre entre Mboshi et Lari. En fait, c'est un petit conflit qui a été provoqué par effectivement l'assassinat d'une femme Bembe qui était enceinte. Ça aussi, il faut rétablir les faits correctement. Et en ce moment-là, il n'y avait pas de distinction entre les Lari, les Bembe, les Bayaka et autres. On appelait tout le monde les Congo, les Bakongo. Voilà. Donc après, il y a eu cette différence, alors que les Babembe, les Lari, les Bayaka, tout ça sont le groupe Congo. Même les Teke font partie du groupe Congo, pour ceux qui l'ignorent d'ailleurs. Parce qu'on l'appelait, à l'époque, les Teke faisaient partie du royaume d'Anzika. Anzika, c'était pas le royaume Teke, c'est Anzika. Donc voilà, pour ceux qui veulent bien restituer l'histoire correctement. En tout cas, je pense que Fernand Dalla m'écoute pour que nous commençons notre émission. Je pense que vous m'avez suivi tout à l'heure. Moi, je suivi ton introduction concernant le livre historique de Maître Aloïse Moudileno Massengo parlant de la généalogie du chaos. Oui. Que tu as mis en exergue. Et puis il y a
le 50e anniversaire de la mort de Ange Diawara et tout ce monde. Hein. Voilà. Et puis, bon, tout ce qui se passe, c'est du dialogue national dont on veut réaliser au niveau du Congo. Voilà. Là, j'ai suivi, bon, voilà, j'ai suivi ton introduction. Très bien. Bon, comme vous avez donc suivi tous les deux l'introduction, je pense qu'on peut commencer l'émission. Oui, moi je suis tout à fait prêt hein, à débattre, à dire ce que je pense. Très bien. En tant qu'un homme libre. Mais bien sûr, mais c'est ça, il faut être un homme libre. Je suis pas enchaîné par la tribu ni par quiconque que ce soit. Quoi. Oui, oui. Oui, donc je voulais également aussi préciser, souvent on parle de la mort de Franklin Bukaka en février 1972, ben, il était avec Théophile Itou, souvent on oublie. C'est un gars de la Lékoumou, parce que beaucoup de gens l'oublient. C'est un grand cadre qui était au bureau politique à l'époque. Donc j'espère que Victor Matondo va nous en parler très peut-être brièvement ou longuement. En tout cas, le micro est ouvert. Je vais me mettre, tu vas rajouter le patriarche. Hein? Oui. Désormais, tu m'appelleras par le sobriquet, le patriarche. Le patriarche, mais c'est bon, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais non, il n'y a pas de problème. Hein? Okay. Mais tout le monde t'entend. Hein? C'est bon, hein? Vu à l'écran la photo du général Mokoko, le commis Salissa, et après vous avez la photo de Fernand en bas, celle de Moudileno, et la photo du patriarche, bien sûr, et nous avons également la photo de Jean-Claude Bakekolo, et la photo d'Ikoko. Ensuite, la photo de Diawara en haut. Je pense que ça se voit très bien, vous qui suivez en direct à l'extérieur, parce que moi je suis... C'est pas le même confort que quand je suis à Genève, hein, donc faut que les gens aussi le sachent. On n'a pas tous les studios partout, hein. Bon, donc voilà. J'avais introduit par le livre de Maître Moudileno Massengo concernant justement la généalogie d'un chaos Congo-Brazzaville. J'ai introduit par rapport au débat qui se fait sur le dialogue et également par rapport à l'actualité. Vous avez suivi, il y a eu une grande manifestation de la communauté congolaise pour protester contre la présence de Sassou Nguesso en France. Malheureusement, il n'est pas venu. Et comme m'a dit Mafimba, il a taillé la zone. Ben, maître, je tenais à prendre la parole concernant le livre paru, ça fait, je crois que entre 2000 et 2001, parce que nous avons longuement discuté de cette question entre maître Aloïse Moudileno Massengo, Théodore Malonga et moi-même. Après le retour de maître en France, ayant connu tout ce qui s'est passé en 98, maître revient en France après un long exil qu'il avait fait en 72. Il est retourné au Congo le 19 février 91, revenu encore pour un nouveau exil qui l'a conduit jusqu'à son décès, parce que en tant qu'homme de droit, de droiture, patriote, maître ne pouvait ni accepter ce grand désordre qui s'est passé au niveau du Congo, que les gardiens du chaos dont on appelle, et qui se sont retrouvés il y a un mois à Paris,
pour célébrer leur retrouvaille. Et nous avons longuement parlé, discuté de ces questions parce qu'on avait élaboré plusieurs thèmes, plusieurs thèses, voilà, concernant notre pays. Et puis il y a eu un livre que tu n'as pas cité, du dialogue et de la reconstruction. Oui, bien sûr. Non, mais c'est parce que... Parce qu'on avait... Oui. En fait, c'est c'est celui-là qui devait apparaître avant la généalogie du chaos. Mais la généalogie du chaos est paru avant le dialogue et la reconstruction. Dans le dialogue, on démontre comment nous devons faire pour arriver vers ce fameux dialogue entre les Congolais. Et la généalogie du chaos montre les limites de ceux qui avaient fait la guerre et comment ils ont détruit le pays. Et que quand tu détruis le pays, c'est très difficile que tu puisses le reconstruire. Voilà. Et la difficulté du régime de Sassou Nguesso, c'est d'avoir participé avec les autres, les Kolela et les Lissouba, d'avoir détruit le pays, que ce soit sur le plan moral, spirituel, sur tous les plans, culturel, économique et tout ça. Et il était difficile pour eux de reconstruire le Congo. Parce que ils avaient en eux les amas, les débris, tout ce qu'ils ont fait contre le pays. Et quand tu le fais, il faut tout d'abord demander pardon et revenir dans une position moralement de bien. Reconnaître ses fautes, dire que non, nous avons fauté, et puis nous devons nous retrouver face à un véritable dialogue. C'est ce qu'il n'a pas fait. En 2001, il a fait un dialogue qui n'était pas un dialogue, quoi. C'est un monologue, d'où certains sont partis et ont été piégés et qui sont après, certains sont morts, comme les Milongo, les Poignets, les Bukamba Yangouma. Donc tous ceux qui ont participé à aller encore ressoutenir Sassou dans la difficulté qui s'était empêtrée à avoir fait la guerre, ils se sont retrouvés perdus. Parce que ce n'est pas un véritable dialogue. Ce n'est pas ce qu'on avait pensé. Parce qu'on ne peut pas faire un dialogue avec une telle armée qui est une milice au profit d'un régime. Donc qui n'a pas pris position pour la nation. Parce qu'avant de faire un dialogue, il y a des conditions d'un dialogue. Il y a une amnistie générale de tous les prisonniers politiques et de tous les prisonniers d'opinion qui doivent sortir. Il faut que l'intérieur soit déjà préparé politiquement et que les Congolais aient maintenant la liberté de porter une critique à l'intérieur. Ce n'est que dans ces conditions où l'armée va être en retrait, va rentrer dans les casernes, qu'on peut entamer, que les Congolais vont ouvrir leur cœur. Tout d'abord, les cœurs doivent s'ouvrir au niveau national à partir du Congo-Brazzaville, où les gens vont se réapproprier la parole, se dire voilà, nous sommes libres et nous pouvons dire ce que nous pensons sans être arrêtés. C'est à ce moment-là que les conditions d'une paix peuvent revenir dans un pays. Ce qui s'est fait à la conférence nationale, ce que nous avons demandé à l'époque, parce que bon, certains qui veulent dire que c'est eux qui ont fait l'idée de la conférence nationale, c'est très faux, parce que l'idée de la conférence nationale est très lointaine. Si nous reprenons comme maître, tu l'as bien dit, après les événements de 59, les Français ont invité les trois, Fulbert Yulou, l'abbé Fulbert Yulou, Jacques Opango et Tikaya, Félix Tikaya. Ils sont retrouvés à Paris, dialoguant et, comment on appelle, penser à la future indépendance qui devait se réaliser dans la paix et la réconciliation sur ce qu'ils ont fait. Donc là, il y a eu un premier dialogue.
des Congolais qui a abouti à l'indépendance. Maintenant, en 63, quand Youlou va demander à ce que les gens repartent chez eux et qu'ils discutent ensemble, ceux de 63 ont refusé. Et ils ont voulu une solution, comment on appelle, de révolte et un coup d'État. Bon, après, ils se sont empêtrés dans la difficulté. C'est ce qu'on appelle, nous, le long drame qui divise le peuple congolais. Donc il y a eu ça, mais après, en 68, le président Massamba Deba a voulu aller vers un dialogue, tout d'abord en voulant faire une amnistie générale, d'où le président Youlou devait revenir au Congo et tout ce monde pour dialoguer pourquoi nous étions arrivés là. Mais il y a beaucoup qui ont boycotté. Ils l'ont boycotté et... Mais tous ceux qui ont boycotté ont payé, hein, en commençant par Massamba Deba lui-même. Sinon, il n'allait peut-être pas trouver une mort violente comme ça. Parce que le pays aurait pu être pacifié aussi, et puis on n'allait pas avoir... Les partisans qui étaient autour de lui, ils ne voulaient pas l'arrivée de Youlou, de l'abbé Chirvet, Youlou au Congo-Brazzaville. En commençant par Matsika s'était opposé. Oui, surtout Matsika a été celui qui était vraiment farouchement opposé. Ah, c'est ça. Et puis, la tendance qui était devenue du M22, hein, les Diawara, les Ndalaga et les Noumazalaï, tout cela s'opposait à ce que le président Youlou revienne. Donc Youlou, après cela, a adressé une lettre à Marien Ngouabi disant « Mais comment j'ai été celui qui t'a fait le catéchisme, mais je ne comprends pas ton attitude de ne pas vouloir que je revienne au Congo. » En fait, tous avaient peur du président Youlou. Si le président Youlou était revenu en 68, il aurait eu raison sur tout le monde. Il devait dire « Mais regardez, je vous avais dit que ce que vous avez pris comme communisme, ça aboutit à la mort. On a perdu des cadres, les Lazare Matsokota, les Poabou, les Masoueme, les Bikoumou, les Nganzari. Il y a eu un grand nombre de morts. Et surtout, la région du Koul a été saignée. Et à ce moment-là, c'est là où, quand le coup d'État qui va être appuyé par... le lieutenant Pierre Kiganga, parce qu'il a été un grand acteur à la fin, comment on appelle, moins tragique du camp météo. Parce que pour les Ngouabi voulait qu'on rase tout ça, mais Kiganga a dit ah non, nous devons éviter les morts. Donc cette période, c'est une période qui devait être une période de salut public. Mais les Noumazalaï, sentant leur faiblesse du fait que le MNR était tombé, donc ils ont fait alliance avec Marien Ngouabi. Ils ont voulu continuer la révolution qui avait déjà échoué. Dès 67, le président Massamba Deba a dit que non, qu'on devait aller vers un socialisme bantou. Mais le socialisme bantou en question, Nyerere en avait parlé, Julius Nyerere, mais Massamba Deba n'avait pas défini quel est le socialisme bantou qu'on devait faire. Ce qui fait qu'il a été en contradiction avec Ndalaga, et Ndalaga a dit non, il y a un seul socialisme scientifique, Lénine a réfléchi, un peu c'est tout. Donc ouais. il y a une contradiction, donc Massamba Deba a été mis au banc de réactionnaires. Tu as dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui revendiquent effectivement être à l'origine de la conférence nationale. Mais il faut rétablir les choses telles qu'elles sont. Il faut montrer aux gens que Maître Moudi Lenoma Senghor avait écrit à François Mitterrand sur la conférence nationale du Congo. Il avait écrit en date du 12 février 1991. Et d'ailleurs, quand Maître Moudi Leno écrit cette lettre à François Mitterrand, il va l'écrire au nom d'une association de défense des droits des Congolais en France. Voilà.
Je ne sais pas si tu te souviens de cette lettre. Oui, oui, mais parce que maître, c'était pour un peu rétablir pour ceux qui disent du faux. Mais oui, mais c'est pour cela que j'ai retrouvé la lettre, c'est pour ça que je voulais la lire. Parce que c'est important. Oui, mais tu la liras parce que je voulais te mettre la genèse politique au niveau du Congo. Ah oui, oui, non, mais continue. Puisque après, en disant que de plus en plus, on a loupé les aurores qui sont nées, des situations qui étaient vraiment nées pour que le Congo se retrouve, soit remis dans les rails. Il y a eu, avec la chute du président Yobi, il y a eu, comment on appelle, une condamnation de ceux qui étaient autour de lui, notamment les Kodi Akala, les autres, un grand nombre de Kouyou qui étaient traités de la ligne droitière et liquidationniste. Parmi eux, il y a eu Kodi Akala. Et Kodi Akala a quitté le pays, il est arrivé en France, notamment en Suisse, à partir d'un silence, il a écrit un livre qui était le sujet de sa thèse de doctorat de sciences économiques. Et de là, il va parler du drame qui se passait au niveau du Congo où les gens du Nord marginalisaient ceux du Sud, notamment les gars du Poul. Et à ce moment, quand un maître a lu ce bouquin, il a écrit à Ekoni lui adressant une lettre, voilà, oui, nous avons lu, comment on appelle, courageusement ta lettre, ton livre, hein, mais c'est un moment essentiel qu'on puisse discuter. De cette discussion est né le mouvement patriotique congolais, qui est né le 5 octobre 1983 à Strasbourg, devant le Parlement européen. Ils se sont mis là les deux pour dire voilà, regardez, et qu'on dit, regarde ce qu'ont fait les Européens après les 2 guerres mondiales. Ils se sont réunifiés. Donc il y a eu des intellectuels qui ont pensé à cela, à cette situation, notamment les Monet. Monet a pensé cette situation, comment les Allemands et les Français ne pouvaient plus se battre et qu'il fallait régler le problème de la sidérurgie. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé la CECA, la communauté économique du charbon et de l'acier. Donc c'est une idée que Monet a beaucoup pensé, il a réfléchi, il était allé à la montagne, il est venu avec ce travail, il a présenté à Maurice Schumann. Maurice Schumann, à l'époque, était ministre des Affaires étrangères. Et Maurice Schumann a défendu ce dossier en Conseil de ministres. Parce que c'est un dossier qui avait pris, qui était dans les tiroirs. Donc il a fait sortir, c'est une grâce aussi divine de Maurice Schumann, de faire sortir toute la pensée des gens comme les Monet et les autres qui pensaient qu'il fallait mettre fin, qu'il fallait préserver l'Europe d'une future guerre. Donc la communauté économique du charbon et de l'acier, qui a commencé avec les 6, et ça s'est élargi et est devenu la communauté européenne. Et donc nous, à cette image, maître et docteur Ekoni a dit, voilà comment le Sud peut et le Nord peuvent se réconcilier en se disant, en parlant de ce passé et du présent et comment ils entrevoyaient le futur. Donc ça c'est en 83. Maintenant, dans cette marche, il y a eu un écrit fondamental que nous avons adressé, le mémorandum fait en 1984 avec l'arrivée de Yoka en France. Yoka s'est entretenu avec Maître Aloïse Moudile-Lomasengo et Kodi Akala. À partir de ce consensus, on a adressé un document qu'on appelle le mémorandum au président de la République, à Denis Sassou Nguesso. On a montré quel était le projet qui permettait à ce que les Congolais se réconcilient.
Donc c'est Non, vraiment attends. une grande Il faut donner des dates précises parce que à un moment donné, moi aussi j'ai dû faire un travail, je ne sais pas si tu te souviens. Parce que c'est en 1984-85 oui. que ce document est sorti. Voilà, c'est ça. Donc, il était ministre, directeur de cabinet, ministre à la présidence de la République. Voilà. Il a ramené ce document en le déposant chez Denis Sassou Nguesso. Voilà. Maintenant, du fait que Yoka a ramené ce dossier, il a été combattu par les Bourou Kami. Les Bourou Kami ont dit non, c'est une trahison, voilà, donc ça avait coûté le poste à Yoka Emmanuel. Très bien, c'est Bourou Kami qui va remplacer, qui devient un faucon. Donc les faucons, c'est des hommes qui n'aiment pas la paix. Voilà. Donc tout autour de Sassou Nguesso, il y a des faucons. Oui, justement, je voulais repréciser. Ce dossier-là, cette démarche a été relancée par l'ambassadeur du Congo. Je voulais faire... non, mais fais l'historique, c'est important, parce qu'il faudrait que les gens sachent... Historique. Voilà, c'est bon. Parce que, après que Denis Sassou Nguesso a regretté d'avoir loupé cette occasion, il se disait que j'aurais pu faire la première perestroïka au Congo avant Gorbatchev. Donc en 84, ce que nous annoncions, que l'État devait devenir un État qui n'était pas partisan. C'était l'État national de tous les Congolais, ni dirigé par le PCT, ni par d'autres partis, mais c'était l'État des citoyens, des patriotes congolais. Et à ce moment-là, ça a échoué. En 85, le Congo rentre en crise avec le Fonds monétaire international, faillite économique, nous avons fait des documents sur ça, faillite économique et tout ça. Oui. Et des gens comme le général Ngolondele, il va dire à Sassou Nguesso, parce qu'à l'époque, le général Ngolondele, il disait la vérité à Denis Sassou Nguesso, parce qu'il était écouté. Parce que ce qu'il disait, c'était la vérité. Il dit, mais vous avez des grands cadres comme les Moudileno, les Kondi, qui sont en France. Mais pourquoi vous n'écoutez pas ces Congolais? Pourquoi ces Congolais ne peuvent pas rebâtir le Congo avec vous? C'est là où on a entamé la démarche de négociation, de voir Denis Sassou Nguesso. Et à ce moment-là, Sassou était président en exercice de l'OUA. Oui. Et à ce moment-là, aussi la Libye occupait la bande d'Aouzou. Voilà, c'est ça. Et maintenant, le problème de la bande d'Aouzou, comment on appelle, divisait la France et la Libye. Et Sassou Nguesso avait pris une position qui était favorable à la Libye. C'est ce qui fait qu'avec François Mitterrand, ils ont eu un couac. François Mitterrand avait fait un cours de droit international public à Denis Sassou Nguesso. Parce que nous, quand on a vu cela, on a eu un peu honte. Et nous nous sommes dit qu'on ne va pas le rencontrer ici en France. Donc on va rencontrer Denis Sassou Nguesso dans un pays neutre, comme la Belgique. Et donc les pourparlers, c'est là où Maître Massingo Tchassé, tu es aussi intervenu. Tu as été avec Ongoto. Non, mais je voulais revenir pourquoi j'ai été associé à ce genre de choses. C'est parce que lors de ma soutenance de thèse, en mars 1986, plus précisément le 4 mars 1986, l'ambassadeur du Congo était invité par la direction de ma thèse, l'université, étant donné que je devenais en tant qu'étudiant, donc celui qui devait devenir le premier spécialiste francophone en droit international des droits de l'homme, qui venait d'être mis en place par Karel Vazak, qui était directeur de la division des droits de l'homme et de la paix à l'UNESCO. Donc on avait jugé utile d'inviter l'ambassadeur du Congo en France, qui était Jean-Marie Ewenge. Et d'ailleurs, Jean-Marie Ewenge était très fier. Il va même me donner un chèque de 1000 francs français
à l'époque pour soutenir. Et c'est là où, au cours de la soutenance, comme il y avait beaucoup de personnalités, il y avait les anciens premiers ministres, donc il y avait Maître Moudile Nomassengo, il y avait Pascal Issouba, il y avait Augustin Poignet, il y avait Kondi Akala, il y avait Kom Mankassa, il y avait, je crois, Kim Foussia, il y avait Bakuma, il y avait... qui encore bon, peut-être j'oublie, qui m'excuse hein, si j'oublie certaines personnalités, mais en tout cas, ils étaient nombreux, des Congolais, et l'ambassadeur Jean-Marie Wenge, il s'est senti très honoré de voir dirais-je, un parterre de personnalités comme ça, autour d'une thèse. Et c'est là où il avait abordé Maître Moudile Nomassengo. Jacques Ngoto aussi était là. Bon, Jacques Ngoto peut effectivement témoigner, même s'il est à la retraite dans l'Ekumu natal. Bon, je le salue aussi, hein, Jean-Jacques. Je te trahis pas, mais en tout cas, c'est avec toi que nous... Il était quand même d'un esprit très ouvert. Oui, mais justement, parce qu'à l'époque, il était consul. Il était consul. On a pris la voiture. Donc, après cette rencontre-là, Jacques Ngoto, il venait d'avoir une nouvelle voiture. Et c'est ma femme qui nous a conduits. Moi, j'étais derrière. Et Jacques était à côté avec ma femme. Ma femme a conduit Paris jusqu'à Strasbourg. À l'époque, bon, c'était la voie rapide. On ne s'occupait pas de la limitation des vitesses. Ma femme a dû conduire à 140, 150. Il disait, mais comment une femme peut-elle conduire comme ça? Je dis, non, moi je suis à l'aise quand je suis avec ma femme parce qu'elle conduit peut-être mieux que moi. Donc voilà. Donc nous sommes arrivés, Maître Moudile Noé avec Jacques Ngoto à Strasbourg. Donc on est resté, je crois, on avait fait 3 jours là-bas. Et la négociation a commencé dans ce sens-là parce que Jacques Ngoto ne pouvait pas quitter l'ambassade sans avoir l'aval de l'ambassadeur et sans avoir aussi l'aval de Sassou lui-même. Parce que... De Sassou et voilà. de général Ngolondele. Ngolondele. Donc voilà comment les choses ont commencé. Donc à partir donc, de 87, il y avait cette démarche et cette volonté justement de dialoguer. Parce que maintenant, c'est votre essai. À partir de ce dialogue où les gens avaient un autre esprit, il faut se dire que le PCT à l'époque, il y avait beaucoup plus de gens mesurés. Hein? Mesurés, hein? Ils n'avaient pas l'esprit de mercantile, du vol comme il y a aujourd'hui. Les gens qui étaient, ils avaient quand même connu une période du MNR, une période de Marien Ngouabi, et ce qui fait que cette marche d'apaisement, il avait cette marche d'apaisement qu'ils avaient en eux, donc ils pouvaient voir un peu le Congo. Tu vois, ils avaient la vision de ce Congo qui ne devait pas sombrer. Donc à ce moment-là, avec le général Ngolondele qui a parrainé cette occasion, il est reparti après vous, il est reparti avec Jacques Ngoto à Strasbourg chez Maître Aloïse Moudile Nomassengo. Il est allé, ils ont discuté, il est allé, comme ils se connaissaient, parce que le général Ngolondele, c'était quand il était officier d'ordonnance de Marien Ngouabi, c'est lui qui faisait souvent la jonction entre Marien et Maître Aloïse Moudile Nomassengo. Quand Marien Ngouabi avait des problèmes, il n'arrivait pas à comprendre certaines situations, il disait au général Ngolondele, on va appeler Aloïse pour que je puisse comprendre cette situation. Et c'était souvent cela. Et que le général Ngolondele, donc avec Maître Aloïse Moudile Nomassengo, ils avaient tissé des liens comme ça. De liens d'amitié, de respect et tout ça. Et donc il a vu ce que Aloïse était capable, parce qu'il éclairait Marien Ngouabi. Quand Marien Ngouabi avait des problèmes sur des situations données, c'est Aloïse qui venait, qui l'éclairait, qui lui disait voilà la démarche qu'il faut prendre, voilà comment il faut agir. Donc Aloïse a toujours été un homme qu'on appelle le réparateur.
tu vois, il vient réparer là où tout est déchiré. Donc c'est un homme de paix qui est venu pour faire cela. Et à ce moment-là, quand les colonialistes vont être même, ils vont aller à Strasbourg, il dit à Maître, mais je recevais des images, disons que vous vivez dans un pavillon, que vous vivez dans un HLM. Et quand il est venu, il a dit, mais Yaya, mais Aloïse, mais voilà, mais tu vis dans la sobriété. Oui, non, voilà. C'est pour dire, voilà, c'est ce qu'il y avait, la complicité et cette amitié. Et donc, ils sont allés, comment on appelle, il est allé faire les courses pour Maître, qu'il a ramené. Il a dit, ça, c'est pour Yaya. Donc, à ce moment, quand il a parrainé cela, et il a parrainé aussi le voyage pour Bruxelles. Mais avant qu'on parte, nous avons fait un communiqué très clair que nous allons rencontrer le président de la République. Voilà les thèmes du sujet. Que le pays est en crise, nous devons aller vers une conférence nationale qui doit regrouper tous les Congolais. On a dit que maintenant, il y a des Congolais qui n'ont pas de bourse, la situation économique est très difficile, il y a des gens qui sont en prison, il y a eu le cas, il y a eu l'attaque de Wado, il y a tout ça. Donc il y avait déjà le conflit qui était là. À ce moment-là, quand ils arrivent dans le dialogue, Sassou dit que non, pour écouter, vous dire non, Masego, tous vous devez avoir un cahier. Vous devez noter tout ce qu'il va dire parce qu'Aloïse, c'est un homme excellent. Et ça s'est passé comme ça. À la fin, Sassou a tendu une enveloppe de 15 millions de francs CFA à Aloïse de prendre. Maître a dit non, ma conscience ne me permet pas de prendre cet argent. Quand je sais que les Congolais n'ont pas de bourse, d'autres au Congo ne mangent pas, je ne peux ni prendre cela. Il a refusé. Et tout le monde, tous ceux qui étaient là, ils ont dit mais voilà l'intégrité d'un homme qui refuse. Et le patriote. Donc ça s'est passé comme ça. Donc suite à cela, Sassou n'a pas donné une grande réponse favorable. Il a voulu montrer qu'il était fort. Mais de plus en plus, la situation s'est dégradée. 88, 89, c'est là où Sassou veut négocier avec l'opposition pour former un gouvernement d'union nationale. Et à ce moment-là, dans les négociations, nous, le candidat qui devait représenter le mouvement patriotique congolais, c'était André Milongo. André Milongo devait être nommé ministre de l'économie et des finances dans le gouvernement qui devait se faire en 89 pour le redressement du pays. Voilà. Et nous étions dans cette marche. Et à ce moment-là, tout s'est précipité. Il y a eu la chute du mur de Berlin. Il y a eu des bouleversements. Il y a eu la chute de Mathieu Kérékou, la conférence nationale. Et à ce moment-là, les Français étaient inquiets. Ils ont dit, mais Maître, nous sommes très inquiets de ce qui se passe. Et c'est là où Maître a fait sortir le document historique qui est toujours important. C'est un classique de la conférence nationale à la période transitoire. Voilà. Et donc ce document, Maître le fait sortir pour montrer comment nous allons organiser la conférence nationale, comment il sera. Et donc les Français, quand ils vont lire ce document, le gouvernement français, ils vont s'apaiser. Ils n'avaient plus d'inquiétude. Ils disent, bon voilà, Aloïse, vous avez tracé le canevas de la conférence nationale. Donc nous sommes rassurés de ce qui peut se passer au Congo. C'est là où la France va donner son feu vert. Voilà. C'est pour ça que justement je voulais lire cette lettre qui est mémorable. Parce qu'il faut que... Il y a des gens qui disent que non, il a été quoi? Qu'est-ce qu'il a organisé? Mais à l'époque, il n'y avait plus les Bakouma, il n'y avait plus les Matika. Le seul qui était ici, qui avait une réflexion dont les documents sont très forcés. Bakouma avait disparu. Matika était pratiquement inexistant, sauf là où il partait jouer son tiercé. Chaque fois, bon, mais voilà, ça c'est connu au moins. Non, mais on connaît comment les choses se sont passées. Mais en tout cas, moi, je tiens quand même à rétablir. Je tiens à rétablir. Moi, je sais que, je sais pour Maître Tony Moudilou, c'est moi qui l'ai
qu'il est présenté chez Maître. Quand je travaillais, quand j'étais en deuxième année de droit à l'université de Créteil, et j'allais travailler en même temps à Auchan. C'est là où j'ai rencontré, vous avez été mon professeur, voilà, nous organisons une manifestation, nous voulons aller demander une conférence nationale. Donc je suis allé, vous êtes avec, il y a longtemps que je cherchais d'avoir les coordonnées de Maître. Moi j'ai dit non, je vais te mettre en contact avec Maître. Et c'est à ce moment-là que je l'ai mis en contact avec Maître. Et c'est là, quand nous avons fait la manifestation, le document qui était écrit par Maître, tapé par Modeste Mboukadia, où on a mis le nom de Maître Tony Moudilou, quand il a parlé, on lui a passé la parole. C'est là où il a pris, comment on appelle, un peu de succès, mais il n'a jamais organisé, puisque la manifestation, c'est Théodore et moi, c'est Théodore, avec les relations de Maître, nous sommes allés à la Cité. C'est Théodore qui est allé, nous étions ensemble, c'est Théodore qui a signé l'acte de la manifestation du 4 mai 1990 pour manifester devant l'ambassade. Où Maître avait pris la parole. Donc Maître Tony Moudilou, où il a organisé, puisque quand il est allé à la conférence nationale, il avait que la caméra pour filmer. On l'a vu dans quelle commission? Puisque celui qui a changé, qui a été le rapporteur général de la Commission de liberté publique, c'était Aloïse Moudilé Massengo. C'est lui qui a fait tomber l'acte fondamental. Donc il ne faut pas... Nous avons pensé, Maître à penser la conférence nationale. Donc il faut rétablir la vérité historique de ce qu'a fait Moudileno pour ce pays, qui n'a pas voulu les affrontements, qui a dit que voilà, c'est par la réflexion que nous allons faire sortir les Congolais de la difficulté. Et à ce moment-là, avant qu'il parte le 19 février 91, il est appelé au Quai d'Orsay, et nous sommes à trois. Il y a Maître Aloïse Moudilé-Sengo, Théodore Malonga et moi. Nous sommes allés au Quai d'Orsay. Il est maître pendant de 9h à presque midi. Il est questionné, nous avons lu votre document. Voilà, oui, ça nous rassure, la conférence nationale de la période transitoire. Mais nous sommes très inquiets. Si vous avez dit que si le PCT doit être liquidé comme parti, parce que... mais sinon après, il n'y aura plus des hommes du Nord au pouvoir, parce qu'ils ont trop volé. Donc il y avait cette inquiétude des Français. Donc il a été reçu. Donc c'est Maître qui a été reçu. Il faut dire la vérité, parce que c'est une réflexion. Maître Tony Moudilou, c'est moi qui l'ai présenté chez Maître. Il n'était pas encore... Pourquoi il s'est affilié le titre de Maître? Politique. Mais non, mais tu dis Maître Tony Moudilou, mais ça, il s'est attribué le titre de Maître après. Donc c'était Tony Moudilou. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'a jamais eu le titre, ça c'est son problème, tu sais. Tu sais, dans la vie, il faut être honnête. Mais il continue, mais il faut rétablir les faits. Je ne vis pas par le diplôme. Le patriarche a réagi tout à l'heure, j'ai entendu sa voix. Mais ouais, j'ai dit, il n'est même pas ni maître ni décamètre. Il n'est rien. Donc alors, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ben voilà. Il se prend pour un avocat alors que... C'est pour ça qu'on rétablit, parce que Maître a beaucoup fait. Parce que Maître a beaucoup... Ouais, mais donc... vraiment, comment on appelle, touché par la mort de Matsokota. Parce que quand ils étaient ici, quand il est arrivé en France en 57 au Bourget, et il a été reçu par Matsokota. La première des choses que Matsokota a dit, Aloïs, maintenant quand tu es arrivé, l'heure est à la réflexion. Tu dois penser qu'est-ce que sera le Congo, notre futur. Tu ne seras ni dans les bars, ni aller contempler la tour Eiffel. Tu es maintenant dans la réflexion. Et donc, il y avait le second, celui comment on appelle, qui secondait Matsokota, c'était Dr Miyakana. Après, c'était Aloïs. Donc, à ce moment-là, Maître
était dans la réflexion depuis longtemps. Mais quand il a vu la mort, le décès de Matsuruta assassiné, ça l'a beaucoup touché. Oui, Et ça l'a marqué, oui. Quand il est venu au Congo, c'était pour réparer cela, mais qu'il a présenté, qu'il a mis devant le président Massamba Diba, parce que c'est pas n'importe qui allait chez Massamba Diba, parce que ceux qui l'entouraient, le groupe de Boko qui était tout autour de lui, qui ne voulait pas qu'il y ait d'autres, que les intellectuels viennent autour de lui. Ce qui fait que Massamba Diba, autour de lui, il n'y avait aucun intellectuel. Quand il était président, il n'y avait aucun intellectuel. C'est pour ça qu'il a été marginalisé. On a vu l'apparition de Marien Wabi. Parce que tout autour, les Diawara, c'était des jeunes. Les Matika, il n'y avait rien. C'était comme ça. C'était, comment on appelle, la fougue. Sans réflexion. Donc le président Débat n'était pas entouré. Donc les premiers débats qu'il a eu avec Maître Aloïse Moudine lui a dit non, il n'y a pas de socialisme au Congo. Ah bon? Oui, mais le socialisme, c'est pas ça. Donc Massamba Diba lui dit mais c'est quoi ce que nous faisons? Vous ne faisiez rien. Et puis, tu as détruit ta propre région. Puisque tous les alliés, tous ceux que tu devais avoir comme alliés, tu as tué Matsukota, tu as mis Yulu en prison, hein, les capitaines Bikumu, mais tu t'es vidé de toi-même, tu t'es vidé de ta substance. Ce qui fait que ton pouvoir ne pouvait pas être un pouvoir de lumière. C'est pour ça que tu as sombré. Et Massamba Diba a gouverné par rapport à l'héritage de Yulu. Tout ce que Yulu a laissé, le programme économique de Yulu, ça a permis à ce que le débat marche sur les pas du président Yulu. Parce que c'est là où il a eu la contradiction avec les Lissouba. Les Lissouba étaient pour la création des ONIVEG, des offices, la politique d'office. Ce n'était pas une politique économique, puisque en 65, en 64, ils vont avoir un débat avec Paul Kaya. Paul Kaya dit qu'il faut poursuivre le plan de Yulu. Lissouba dit non. Et à partir de là, Lissouba dit nous devons nationaliser. Donc la nationalisation est venue par le fait des Lissouba. Il faut nationaliser les entreprises, il faut faire ceci. C'est là où il y a eu la discorde avec Paul Kaya. Il a voulu faire assassiner Paul Kaya, on l'a fait fuir Paul Kaya par Kinshasa dans un cercueil. Et à ce moment-là, c'est là où Fouet-Boigny a dit non, moi j'ai besoin de Paul Kaya. Donc il a pris Paul Kaya. Paul Kaya a ramené le plan du président Yulu en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui, c'est ça. Les Ivoiriens ont appliqué ce que Yulu avait pensé. Mettre dans les conserves l'ananas, tout ce qu'on voyait. C'est ce que Yulu voulait faire de la vallée du Niari, vraiment. Donc voilà, donc tout ça. Donc quand Maître arrive chez le président Massamba Diba, le président Massamba Diba est à terre. Les assassinats de Matsokota et des autres, des Bikumu, de Nganzari, l'a mis à terre. Donc c'est pour ça qu'on va voir apparaître les Mariens Wabi. Donc Massamba Diba n'était pas avec les universitaires, aucun universitaire ne pouvait penser sans... C'est là où Maître va apparaître que Massamba Diba commence à faire confiance à Maître. Parce qu'au début, il avait peur de lui. Non, chez nous, le métier d'avocat n'existe pas. Comment? Tu vois, voilà, toi tu es avocat, mais ici, dans notre coutume, Maître dit, mais je n'ai fait que ces études-là. Pour être avocat, mais je ne peux pas être magistrat. Pour être magistrat, je vais encore me reformer pour être magistrat. Eux, avec Matsokota, avait dit non, Aloïse, toi tu seras avocat, moi magistrat. Au cours d'un débat de plaidoirie au tribunal, nous deux, nous allons montrer la supériorité du langage et de l'intelligence. C'était ça. Donc quand Maître arrive chez le président Massamba Diba, tout est à terre, il n'y a personne. C'est pour ça que le pouvoir de Massamba Diba n'a pas duré, il n'y a personne. Il n'y a que la violence des jeunes comme les Lissouba, les Noumazala, qui empêche le président de débattre. Donc il faut dire la vérité. Quand tu n'as pas fait quelque chose pour le Congo, ne dis pas que c'est toi. Hein?
Parce que moi, si je n'ai rien fait, je ne vais pas me dire non, voilà, c'est ça. Et donc, le mouvement patriotique congolais a contribué, surtout Maître Moudi Leno Massimo, a contribué à la paix de ce pays. Parce que là, nous allons parler de 72. Mais qui disait, qui aujourd'hui, quand les Diawara, qui étaient au bureau politique et les autres, ils prenaient des décisions qui étaient contraires à l'essence de l'État. Quand ils arrivaient au gouvernement, Maître disait non, mais l'État, c'est pas ça. Ça, c'est la doctrine du parti. Et la doctrine du parti, ce n'est pas la doctrine du peuple congolais, puisque vous n'avez pas expliqué qu'est-ce que le socialisme au peuple congolais. Comment les Congolais doivent être socialistes. Comment ils doivent être révolutionnaires. Parce qu'on les a formés à être tribalistes, c'est tout. Il n'y avait rien. Donc c'est Maître qui va intervenir dans le président Massamba Deba commence à faire confiance à Maître. Et il va dire que c'est Maître aussi qui sera mon avocat. Quand il avait été arrêté en 68, après avoir dissous le gouvernement et tout ça, le président Massamba Deba est arrêté. Donc il va être jugé. Et il va dire non, mon avocat c'est Maître. Et ce jour-là, le président Massamba Deba est jugé par celui-là qu'on appelle Ngoniban Sari, dont sa fille est mariée aussi, je ne sais pas si c'est au fils de Ngoniban Sari, donc Maître était étonné. Oh, c'est lui qui avait jugé Massamba Deba, sa fille va prendre aussi un Ngoniban Sari. Mais la mémoire historique, on ne comprend plus rien. Ouais. Non, mais parce que, justement, parce que la fille Deba n'était pas politiquement avertie, puisque le fait d'avoir pris ce colonel Nsari là comme époux, ce sont des erreurs, parce qu'il faut parfois aussi apprendre aux enfants qu'il y a des limites, il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est l'amour, hein? Bon, Oui, mais parce que tu sais, quand Ngoniban Sari va juger le président Massamba Deba, le président Massamba Deba, ce jour-là, je ne sais pas s'il était menotté, mais Ngoniban Sari lui-même, il n'avait pas de formation. C'était un instituteur. Il enseignait vers Massembo Lubaki, tout ça là. Bon, voilà. Pour arriver devant le prétoire, le président Massamba Deba a fait au moins 30 minutes. Il marchait doucement. Quand il est arrivé à la barre, il a dit « J'attends le procès sur les assassinats de 65. Lazare Matsokota, les Poabou et les autres. » Je me rappelle bien, nous on était petits parce que ça s'est passé, c'était derrière l'autre là, comme on appelle le palais du peuple. C'était pas au palais de justice. On avait délocalisé ça. Le procès était... C'est pas au Cefrad, c'est... Attends, je crois que la bibliothèque nationale là, non loin du palais présidentiel, palais du peuple. C'est là où il y avait le procès. Oui. Je me souviens parce que nous on était des gamins, nous sommes allés, on était assis par terre là pour suivre. Donc le président Massamba Deba a fait un refus de comparaître à l'assassinat de... Il a dit que non, pendant, je crois, 2 fois les sages du Poul se sont retrouvés pour repenser comment le président Massamba Deba devait s'en sortir et retrouver la confiance dans sa région, puisque Bakongo, Makelekele était contre le régime du président Massamba Deba. Massamba Deba n'a jamais fait un meeting à Bakongo. Le meeting, il a fait sur l'avenue de la Paix. Donc le président Massamba Deba n'avait aucun lien dans sa propre région. Il était rejeté. Et à ce moment-là, quand il y a eu les 2 débats, c'est là où ils ont conclu qu'ils devaient faire l'amnistie générale en faisant le discours de 1967, de 31 décembre 1967. Les Matika se sont opposés à cela. Et quand il ne l'a pas fait, Maître Moudi Leno Masengo et André Robinson sont allés le retrouver, mais Mfumuka Bokashi. Quand vraiment Bantoua Belé, quand il y a eu des gens qui étaient hostiles à ce que Youlou ne revienne pas. Ah ben c'était sa chute. Là déjà Marie Ngouabi avait rallié les Diawara, avait rallié les Noumazala et les Dalagraï. Noumazala et Dalagraï sont partis chez Marie Ngouabi parce que quand ils sont rentrés,
ils avaient que le statut d'étudiant. Donc ils ont été nommés comme ça dans l'État sans avoir un statut de fonctionnaire. Donc c'est Marie Ngouabi qui a demandé à Maître Aloïse Moudi-Leno Massengo, en tant que ministre du Travail, de les intégrer dans l'État. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc ce sont des gens qui, à l'époque, ils n'avaient pas la base. Donc quand ils sont venus, la période de 63-68, c'est une période aventureuse qu'on appelle l'aventureuse. C'est pour ça que les aventuriers sont nés au Congo. Sans précision, ni apaisement, tout ça, c'est des gens qui viennent comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a appelé là tout à l'heure, qui m'a rappelé qu'il fallait que je lise la lettre de Maître Moudi-Leno sur la conférence nationale. Je te laisse lire la Donc, lettre. tout à l'heure, si tu as entendu l'appel, c'était pour ça. Mais en fait, je vais la lire rapidement, parce que c'est très important. C'est un document qui est dans mon ouvrage, à la page 428. Je l'avais mis en annexe. Je crois que c'est l'annexe de la conférence nationale. Il écrit, donc, Maître Moudi-Leno Massengo, le 12 février 1991, avait écrit à François Mitterrand à propos de la conférence nationale du Congo. Monsieur le Président, j'ai l'insigne honneur de vous présenter ce mémoire relatif à la situation qui prévaut au Congo à 15 jours de l'ouverture de la conférence nationale. Voici 19 ans que je lutte sur le sol de France afin que la situation de dictature d'un parti unique qui a prévalu contre toute attente au Congo-Brazzaville en 1963 soit démocratiquement repensée et éliminée. Le paravent idéologique derrière lequel s'est placé le régime de Brazzaville lui a assuré sur le plan international bien des moyens pour résister, subsister et illusionner longtemps. Mais depuis la fin du communisme à l'est de l'Europe et la prise de position sans équivoque des gouvernements de l'Europe de l'Ouest en faveur de l'émergence de la démocratie en Afrique, le système de parti unique n'a plus de lendemain. Au Congo-Brazzaville, ces stratégies ou manœuvres démocratiques ont abouti à une situation chaotique particulièrement inquiétante. A. Au principal, une situation chaotique et périlleuse. B. Subsidiairement, une grave crise est possible. Les conférenciers se trouveront dans l'obligation de reprendre les choses avec ordre, sinon à zéro. En somme, Monsieur le Président, la marche vers la conférence au Congo-Brazzaville est pleine d'imperfections, d'incertitudes et de risques d'explosion, etc. Après, il a fait un commentaire de l'autorité paternelle à l'autorité parentale sur l'éducation des enfants, du journal Front commun proscrit par les autorités françaises aux lettres ouvertes de nos jours. Il s'est passé une histoire avec des acteurs qui doivent rentrer dans la postérité. Cette histoire, ou ce combat, si on peut le dire, nécessite une trajectoire bien définie, certes, mais une conviction subséquente dans notre diaspora est contraint de prendre acte et modèle, au détriment du paraître pour paraître, de l'impressionnisme sans fondement d'une conjecture, de la conférence internationale, et que sais-je. Par les présentes écritures, nous plaidons l'évidence. Par l'association des défenses des droits des Congolais en France. Maître Aloïse Moudi-Leno Massengo. Voilà. Parce que c'était important de rétablir les faits. Je pense que ceux qui voulaient justement que je lise la lettre sont probablement satisfaits. Mais cette lettre, ils peuvent la trouver dans mon ouvrage, intitulé donc « L'autopsie d'un État totalitaire », à la page 428. Et ceux d'ailleurs qui veulent se procurer ce livre, Fernand Dalla et Parfait Biani doivent avoir une dizaine d'ouvrages. C'est bon, c'est bon. On a au moins 2 cartons. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc moi, maître, c'est ce que, comme je disais, la genèse de cela. Donc quand le président Massamba Deba, après avoir loupé l'amnistie de 68, de 31 décembre 68, qui était très limité, donc le président Yulu ne pouvait pas arriver, il a dissous le gouvernement, le gouvernement, l'Assemblée nationale,
Donc le pays n'avait pas d'institution. Et c'est pour ça que Maître est allé, il lui a dit, mais quand tu dis tout cela, sur quoi tu te reposes? Tu ne te reposes sur rien, puisque l'armée est maintenant contre toi. Donc on a vu, c'est là où il était arrêté. Arrêté le président Massamadou SG. Et là même, Maître, il a rencontré à côté de, comment on appelle, de l'Impérial, à la station Agip de l'époque, Noumazalaï. Noumazalaï lui dit que, à Maître, dit au président Massamadou, j'ai conscience d'appartenir au Nord. Parce que il n'était plus Premier ministre, parce qu'il n'avait plus de protection, c'était devenu un chômeur. Hein? Noumazalaï, il n'est pas dans l'État, ni aucun statut étatique, puisqu'il est venu comme ça, il a été délégué par les étudiants en France d'aller voir ce qui se passait au niveau du Congo en 63. Et il est venu, il s'est assis et il n'a plus voulu repartir. Même le président Massamadou lui disait non, il repart en France pour aller finir ta formation. Donc à partir de 68, il y a eu ce qu'on appelle les trois régions principales, les plateaux, le pôle, le Kwilu, demandant une conférence nationale. Ces trois régions ont demandé une conférence nationale, mais c'est là où il y a eu l'alliance des Diawara, des Noumazala, a entraîné les Diawara dans ce qu'on appelle dans le chemin sinueux qui va mener Diawara à la mort. Parce qu'on sait que Noumazala a contribué à ce que Diawara parte à la mort. Parce que Diawara était très jeune, bon, il avait beaucoup d'illusions. Maître lui disait, écoute, tu es brillant, on a fait ton dossier avec l'ambassadeur de France, va te former en France. C'est là où tu vas comprendre la gauche, la véritable gauche qui lutte en France. Tu auras une grande capacité de lire les grands, les Prudents, les Auguste Comte, et même les enseignements des grands philosophes communistes à l'époque qui ont écrit sur Karl Marx. Et donc, Diawara n'avait pas une grande ouverture sur ça. Radio Forum, Radio et droit de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba, sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. C'est papa, Toku Misi Olelo, Musungi à droit de l'homme. Akopesa Badea na Bana Congo, Kobayeba, Tina à droit de l'homme. Adam Sawa Mukuyu Baba, Master Wana Congo, Bayoka Radio Forum. Radio Forum Yaka chauffé, Fan Club Yaka dansé, édition Yakiri Kiri, Kik César. C'est papa, Toku Misi Olelo, Musungi à droit de l'homme. Akopesa Badea na Bana Congo, Kobayeba, Tina à droit de l'homme. Adam Sawa Mukuyu Baba, Master Wana Congo, Bayoka Radio Forum. Radio Forum Yaka chauffé, Fan Club Yaka dansé, édition Yakiri Kiri, Kik César. You're
mungali wenze kalanga kombo masengo jiriki tere makabandilu tilura bazo mutabala insugi kingwali basina bakongo makelekele sangolo mayanga majibunga ngalingolo bayokanga radio koro akoteya akobeta midule ya bana mboka FM radio de moi allo radio de toi allo radio de nous Forum FM radio de moi allo radio de toi allo radio de nous belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. La plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. De la fille de son père, écoutez ça.